J'ai 28 ans et pendant 2 années consécutives, j'ai travaillé 3 emplois pendant que mes parents payaient le loyer de mon frère, achetaient ses courses et finançaient son mode de vie. Mais ce qui s'est passé quand j'ai finalement décidé de les confronter à ce sujet m'a brisé le cœur d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, et ce que j'ai découvert par la suite a changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Je m'appelle Sarah et je suis l'aînée de 2 enfants. En grandissant, j'ai toujours pensé que notre famille était unie. Mon frère Jake a 3 ans de moins que moi et mes parents ont toujours dit qu'ils nous aimaient de façon égale. J'y ai cru pendant la majeure partie de ma vie. J'étais celle qui était responsable, celle qui réussissait, la fille qui avait de bonnes notes et ne causait jamais de problèmes. Jake était le créatif, l'esprit libre qui avait besoin de plus de compréhension et de soutien. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont fait asseoir et m'ont expliqué que l'université coûtait cher et que même s'ils m'aideraient autant qu'ils le pourraient, j'aurais besoin de contracter des prêts et de travailler pour couvrir la plupart de mes frais. J'ai compris. L'argent était serré et j'appréciais toute l'aide qu'ils pouvaient me donner. J'ai travaillé 25 heures par semaine pendant l'université, tout en suivant un programme complet, obtenant mon diplôme en comptabilité avec environ 30 000 $ de dettes d'études. Jake, d'un autre côté, semblait naviguer au lycée avec des règles différentes. Quand il a eu son diplôme, mes parents ont annoncé qu'ils lui avaient trouvé un bel appartement près du collège communautaire où il allait étudier l'art. Il couvrait son loyer, qui était de 800 $ par mois, plus ses factures, ses courses et son argent de poche. Quand j'ai posé des questions sur cette différence de traitement, ma mère a expliqué que Jake était plus sensible et avait besoin de soutien supplémentaire pour trouver sa voie. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit que peut-être j'étais plus forte, plus capable de gérer l'indépendance, mais quelque chose ne collait pas, surtout quand je remboursais encore mes prêts étudiants tout en travaillant à mon premier emploi comme comptable junior, gagnant à peine assez pour couvrir mon propre loyer et mes dépenses. Le vrai point de rupture est arrivé quand j'avais 25 ans. Je travaillais régulièrement depuis 3 ans, remboursant lentement ma dette, quand mon propriétaire a augmenté mon loyer de 200 $ par mois. Mon salaire ne pouvait pas s'étirer pour le couvrir, alors j'ai dû trouver du travail supplémentaire. J'ai pris des quarts de fin de semaine dans un magasin de détail et j'ai commencé à faire de la comptabilité freelance le soir. 3 emplois, juste pour joindre les 2 bouts. À peu près au même moment, Jake a décidé que le collège communautaire n'était pas pour lui. Au lieu de trouver un emploi, il a annoncé qu'il voulait se lancer dans la photographie et avait besoin de temps pour développer son portfolio. Mes parents ont non seulement continué à payer son loyer, mais ont aussi augmenté son allocation mensuelle pour qu'il puisse acheter du matériel photo. 800 pour le loyer, 300 pour les courses et les charges, plus 400 de plus par mois pour ses activités artistiques. Il lui donnait 1 500 $ par mois pendant que je travaillais 60 heures par semaine, juste pour survivre. J'ai commencé à faire les calculs et ça m'a rendu malade. En 2 ans, depuis que Jake avait fini le lycée, mes parents lui avaient donné plus de 36 000 $. C'était plus que toute ma dette étudiante. C'était plus que ce que je gagnais en 1 an dans n'importe lequel de mes 3 boulots. L'épuisement m'écrasait. Je me levais à 5h30 pour faire de la comptabilité avant mon travail principal. Je travaillais 9 heures comme comptable, puis je filais au magasin pour encore 4 heures. Je rentrais chez moi après 10 heures du soir la plupart des soirs, seulement pour travailler sur d'autres projets freelance jusqu'à minuit. Les week-ends, je faisais mes 2 services au magasin et j'essayais de rattraper les tâches ménagères et la lessive. Pendant ce temps, Jake postait des photos Instagram de ses aventures artistiques. Des cafés où il passait des heures à travailler sur son portfolio. Des excursions d'une journée dans des endroits pittoresques pour des séances photos. Des vernissages et des ateliers créatifs. Tout financé par nos parents alors que j'avais à peine de quoi me payer l'épicerie. J'ai essayé d'en parler à ma mère plusieurs fois. Chaque conversation suivait le même schéma. Elle reconnaissait que je travaillais dur mais expliquait que Jake était encore en train de se chercher et avait besoin de plus de soutien. Elle me rappelait que j'étais forte et capable, que j'avais toujours été indépendante et que je devais être fière de me débrouiller seule dans la vie. Quand je soulignais la disparité financière, elle se mettait sur la défensive et disait que comparer n'était pas sain. Elle mentionnait qu'il m'avait aidé avec certaines dépenses universitaires, oubliant commodément que leur aide avait été minime comparée à ce que Jake recevait. Si j'insistais davantage, elle m'accusait d'être jalouse et me rappelait que la famille devait se soutenir mutuellement. La manipulation était subtile mais constante. Quand j'exprimais ma frustration de travailler 3 boulots, mon père faisait l'éloge de mon éthique de travail et suggérait que cette expérience me rendait plus forte.
Quand je mentionnais être fatiguée ou stressée, ma mère soulignait que Jake faisait face à la pression de trouver sa voie artistique et que chacun gérait les défis différemment. J'ai commencé à tout documenter. J'ai gardé trace de chaque conversation, de chaque dépense que mes parents couvraient pour Jake, de chaque commentaire méprisant sur ma situation. Je ne planifiais rien de vindicatif. J'avais juste besoin de me prouver que je n'imaginais pas cette injustice. Le point de rupture est arrivé 2 ans après le début de cet arrangement. Cela faisait presque 2 ans que je travaillais avec mes 3 emplois, gardant difficilement la tête hors de l'eau financièrement, quand on m'a proposé une promotion au cabinet comptable. Cela signifiait une augmentation de salaire considérable, mais je devrais voyager occasionnellement pour des rendez-vous clients. Le problème était que les horaires de ces déplacements entraient en conflit avec mes shifts au magasin. J'ai décidé que je devais quitter l'emploi de vente au détail pour accepter la promotion. C'était un risque parce que je perdrais cette source de revenus, mais l'augmentation compenserait largement si je pouvais garder la comptabilité en freelance. J'étais excitée d'avoir enfin une chance de construire ma carrière et peut-être de viser une semaine normale de 40 heures. Quand j'ai annoncé la promotion à mes parents pendant le dîner, je m'attendais à ce qu'ils soient fiers et enthousiastes. Au lieu de cela, la première question de ma mère était de savoir si cela signifiait que j'aurais plus de temps pour aider Jake avec son entreprise de photographie. Apparemment, il avait décidé de commencer à faire payer ses séances portraits et avait besoin de quelqu'un pour gérer le côté commercial. Je l'ai regardé avec incrédulité. Je venais de partager une nouvelle importante de ma carrière, et sa première pensée était comment cela pourrait profiter à Jake. Quand j'ai dit que je serais trop occupée avec mes nouvelles responsabilités et mon travail de freelance en cours pour m'occuper de la gestion d'entreprise de Jake, l'ambiance dans la pièce a changé. Mon père a suggéré que puisque je gagnerais plus d'argent, je devrais peut-être commencer à contribuer aux dépenses familiales. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait dire, il a expliqué que l'entreprise de photographie de Jake aurait besoin de coûts de démarrage, et puisque j'étais celle qui avait l'expérience commerciale, je devrais aider à la financer et fournir des conseils. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pendant 2 ans, je m'étais épuisée au travail pendant qu'il donnait à Jake 1 500 $ par mois. Maintenant que je m'en sortais enfin, il voulait que je soutienne financièrement sa prochaine aventure tout en continuant à payer ses frais de subsistance. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid et que je leur ai dit exactement ce que je pensais de la situation. J'ai exposé les chiffres, les heures que j'avais travaillées, la disparité de traitement. Je leur ai demandé franchement pourquoi Jake méritait 36 000 $ de soutien alors que moi je méritais de travailler 3 emplois juste pour survivre. La réponse m'a complètement brisé le cœur. Ma mère m'a dit que j'étais égoïste et ingrate. Elle a dit que les gens qui réussissent ne ressentent pas d'amertume à aider les membres de la famille qui ont encore des difficultés. Mon père a ajouté que j'avais clairement hérité de son éthique de travail et de son sens des affaires, alors je devrais être fière d'utiliser ces dons pour soutenir les rêves de mon frère. Quand j'ai fait remarquer qu'il n'avait jamais soutenu mes rêves de la même manière, ma mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que je n'avais jamais eu besoin du même niveau de soutien parce que j'étais naturellement plus responsable et capable. Jake, a-t-elle expliqué, avait toujours été plus sensible et créatif, ce qui signifiait qu'il avait besoin de différents types d'aide. Le message était clair, on attendait de moi que je sois le cheval de trait de la famille parce que j'étais assez compétente pour le gérer. Jake était excusé de toute responsabilité parce qu'il était trop délicat ou artistique pour se débrouiller seul. Ma force était utilisée pour justifier la façon dont on me traitait mal. J'ai quitté ce dîner et je n'ai parlé à aucun d'entre eux pendant 3 semaines. Pendant ce temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Jake m'a appelé 2 fois pour demander de l'aide avec des tâches d'adulte de base qu'il n'avait jamais apprises parce que nos parents s'occupaient de tout pour lui. Il avait besoin d'aide pour comprendre son contrat de bail, comprendre l'assurance maladie et gérer ses achats d'équipements photo. Ma mère a appelé plusieurs fois, mais ses messages suivaient un schéma prévisible. Elle commençait par dire que je lui manquais, puis passait à la culpabilisation sur la façon dont mon absence affectait la famille et finissait par des demandes pour que je reconsidère l'aide pour l'entreprise de Jake ou que je serve de médiatrice dans une crise qu'il traversait. Il est devenu clair que ma valeur pour la famille n'avait rien à voir avec le fait d'être aimée ou appréciée. J'étais utile. J'étais celle qui résolvait les problèmes, gérait les crises et apportait un soutien pratique. Jake était celui qu'ils appréciaient, célébraient et protégeaient. La révélation qui m'a finalement ouvert les yeux est arrivée quand je suis tombée sur Madame Patterson, notre ancienne voisine qui avait déménagé quand j'étais au lycée.
Elle a demandé comment allait la famille et a mentionné à quel point mes parents devaient être fiers de mon succès. Quand je lui ai lancé un regard confus, elle a expliqué qu'elle était restée en contact avec ma mère via les réseaux sociaux. Selon Madame Patterson, ma mère s'était vantée de ma promotion, de mon éthique de travail et de mon indépendance financière pendant des mois. Elle avait dit aux gens à quel point elle était fière que je me débrouille seule et que je construise une carrière réussie. Le contraste entre la réalité privée et l'image publique était saisissant. À la maison, on attendait de moi que je sacrifie mon bien-être pour soutenir Jake et qu'on me demande de me sentir reconnaissante d'avoir l'opportunité de le faire. En public, ma mère s'attribuait le mérite d'avoir élevé une fille si indépendante et réussie. Elle était fière de moi quand ça la faisait bien paraître devant les autres, mais elle balayait mes difficultés d'un revers de main quand j'avais vraiment besoin de soutien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de poser des limites, mais je voulais le faire de manière stratégique. J'ai accepté la promotion et j'ai utilisé mon nouveau poste pour tisser des liens professionnels et développer ma clientèle en freelance. Au lieu de travailler 3 boulots pour survivre, je travaillais de manière stratégique pour créer de la richesse et de l'indépendance. Au cours des 6 mois suivants, j'ai remboursé le reste de mes prêts étudiants, constitué un fonds d'urgence conséquent et commencé à investir. J'ai aussi commencé à documenter chaque interaction avec ma famille, non par méchanceté, mais pour protéger ma santé mentale et garder les idées claires sur les schémas que j'observais. L'entreprise de photographie de Jake a échoué de manière prévisible en 4 mois. Il n'avait jamais appris les bases de la gestion d'entreprise parce que nos parents s'étaient toujours occupés des aspects pratiques à sa place. Quand il n'a pas réussi à gérer la planification avec les clients, la facturation ou l'entretien du matériel tout seul, il a perdu plusieurs clients payants et a abandonné. La réaction de mes parents a été d'augmenter encore son argent de poche mensuel et de commencer à chercher d'autres opportunités pour lui. Ils l'ont inscrit dans un autre programme artistique et ont commencé à financer ça aussi. Le soutien financier qui durait depuis 2 ans allait clairement continuer indéfiniment. Pendant ce temps, ils continuaient à s'attendre à ce que je sois disponible pour les urgences familiales, l'organisation des fêtes et le travail émotionnel tout en contribuant financièrement aux diverses entreprises de Jake. Quand j'ai commencé à refuser ces demandes et à poser des limites concernant mon temps et mon argent, ils m'ont accusé d'être devenu égoïste et d'avoir changé en mal. La confrontation finale a eu lieu à l'anniversaire de Jake, auquel j'avais d'abord refusé d'aller. Ma mère m'avait culpabilisée pour me faire venir en disant que ça compterait énormément pour Jake et que mon absence faisait du mal à la famille. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que Jake avait invité plusieurs de ses amis, qui avaient tous une vingtaine d'années et étaient encore soutenus financièrement par leurs parents. Pendant le dîner, un des amis de Jake a fait un commentaire sur la chance qu'il avait d'avoir des parents qui comprenaient que les gens créatifs avaient besoin de différents types de soutien. Un autre ami était d'accord et a dit que c'était rafraîchissant de rencontrer des parents qui ne s'attendaient pas à ce que leurs enfants deviennent immédiatement des esclaves du système. J'ai réalisé qu'il n'avait aucune idée que j'existais, malgré le fait d'être la sœur de Jake. Quand je me suis présentée, Jake a semblé gêné et a rapidement changé de sujet. Il est devenu évident que je ne faisais pas partie du récit qu'il partageait avec ses amis. J'étais un rappel gênant que certaines personnes travaillent pour ce qu'elles ont. Le point de rupture est arrivé quand ma mère a commencé à parler de valeurs familiales et à dire à quel point elle était fière d'avoir élevé des enfants qui se soutenaient mutuellement. Elle a fait plusieurs commentaires sur l'importance de la loyauté familiale et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Un des amis de Jake a demandé ce que je faisais comme travail, et quand j'ai mentionné être comptable, ma mère s'est empressée d'expliquer que j'étais très axée sur ma carrière et que j'avais toujours été indépendante. Elle l'a présenté comme un défaut de caractère, comme si mon éthique de travail était la preuve qu'il me manquait la sensibilité artistique qui rendait Jake spécial. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de protéger les sentiments de tout le monde. J'ai calmement demandé à ma mère d'expliquer ce qu'elle entendait par membres de la famille qui se soutiennent mutuellement. Quand elle a commencé à donner des réponses vagues sur le soutien émotionnel et être là l'un pour l'autre, j'ai demandé des exemples précis. J'ai souligné que dans les 3 années depuis que Jake avait fini le lycée, nos parents lui avaient donné plus de 50 000 $ en aide financière directe. J'ai mentionné que pendant la même période, j'avais travaillé plusieurs emplois sans recevoir aucune aide financière et qu'on avait attendu de moi que je contribue au projet de Jake en plus. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les amis de Jake avaient l'air mal à l'aise et mes parents semblaient choqués que j'ai évoqué des chiffres précis devant d'autres personnes. Ma mère a essayé de balayer ça en disant que c'était une affaire de famille privée, mais j'ai continué.
J'ai expliqué que j'avais tenu des registres détaillés parce que la manipulation psychologique m'avait fait douter de mes propres perceptions. J'avais la documentation de chaque conversation où on m'avait dit que j'étais égoïste de vouloir un traitement équitable, chaque chantage affectif sur la loyauté familiale et chaque attente que je sacrifie mon bien-être pour le confort de Jake. Mon père a essayé de couper court à la conversation en disant que ce n'était pas une conversation appropriée pour le dîner, mais les amis de Jake écoutaient clairement. L'un d'eux a demandé directement si c'était vrai que j'avais travaillé 3 emplois pendant que Jake recevait de l'argent de poche. La question est restée suspendue dans l'air, et je pouvais voir mes parents réaliser que leur récit soigneusement construit s'effondrait devant des témoins. Ces jeunes gens, qui avaient été impressionnés par le soutien de mes parents pour la créativité et les activités artistiques, voyaient maintenant l'autre côté de l'histoire. Je me suis levée et j'ai dit à mes parents que j'en avais fini d'encourager ce dysfonctionnement. J'ai expliqué que je ne serais pas disponible pour les urgences familiales, recevoir pour les fêtes ou les contributions financières tant qu'il n'y aurait pas une reconnaissance honnête de la disparité de traitement et un effort sincère pour y remédier. Ma mère s'est immédiatement mise à pleurer et m'a accusée de gâcher l'anniversaire de Jake et d'être cruelle devant ses amis. Mon père a exigé que je m'excuse et a dit que j'étais manipulatrice en ressortant de vieux griefs en public. Mais quelque chose avait changé. Les amis de Jake regardaient maintenant la situation différemment. L'un d'eux a même demandé directement à Jake ce qu'il ressentait du fait que sa sœur travaille 3 boulots pendant qu'il recevait un soutien financier. Un autre a mentionné que cela semblait injuste et que peut-être Jake devrait envisager de trouver un travail pour aider à équilibrer les choses. La réponse de Jake a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. Au lieu de montrer la moindre conscience ou gratitude pour les sacrifices qui avaient rendu possible son mode de vie, il s'est mis sur la défensive et a dit que la situation de chacun était différente. Il a prétendu que son travail artistique était précieux, même s'il n'était pas immédiatement rentable, et que j'avais choisi une carrière dans le secteur privé parce que je voulais la sécurité financière. Le manque de reconnaissance, de gratitude ou même de conscience élémentaire était stupéfiant. Voilà quelqu'un qui avait reçu plus de 50 000 $ de soutien pendant que sa sœur se tuait au travail, et sa réponse était de justifier pourquoi il le méritait et pas moi. J'ai quitté la fête ce soir-là en sachant que j'en avais fini d'essayer d'avoir une relation avec des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt qu'une personne. La conversation avait révélé que leur vision de moi était entièrement transactionnelle. J'avais de la valeur quand je pouvais fournir quelque chose, et j'étais gênante quand j'avais moi-même besoin de quelque chose. Au cours des mois suivants, j'ai maintenu un contact zéro complet avec ma famille. Pendant cette période, plusieurs choses intéressantes se sont produites qui ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. D'abord, Jake m'a appelé plusieurs fois pour demander de l'aide avec des tâches d'adulte de base que nos parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas gérer. Quand je n'ai pas répondu, il s'est même présenté sur mon lieu de travail pour demander de l'aide avec ses déclarations d'impôts. Le fait qu'il se soit senti en droit d'interrompre ma vie professionnelle pour des services gratuits montrait à quel point le dysfonctionnement était profond. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi je pourrais ne plus vouloir l'aider ou pourquoi se présenter à mon travail était inapproprié. Mes parents ont aussi pris contact à plusieurs reprises, mais leurs messages révélaient leurs priorités. Ils n'étaient pas préoccupés par la réparation de notre relation ou par le fait d'aborder les problèmes que j'avais soulevés. Ils étaient frustrés que je ne sois plus disponible pour gérer les crises et fournir un soutien pratique. Les messages de ma mère suivaient un schéma prévisible: exprimer sa douleur face à mon absence, me culpabiliser sur l'impact sur les fêtes de famille et finalement demander de l'aide pour une situation impliquant Jake. Il n'y avait jamais de reconnaissance des problèmes que j'avais identifiés ou d'intérêt sincère pour mon bien-être. La validation que je recherchais inconsciemment est arrivée 6 mois plus tard, quand j'ai reçu une promotion importante au travail. J'ai été promue comptable senior avec une augmentation de salaire substantielle et on m'a demandé de diriger une équipe de personnel junior. Cette reconnaissance était incroyable après des années à être rejetée et sous-estimée à la maison. À peu près au même moment, j'ai appris par des connaissances communes que Jake était retourné vivre chez nos parents parce qu'il n'arrivait pas à gérer une vie indépendante sans soutien financier constant. L'entreprise de photographie avait été un échec complet et il avait accumulé des dettes de cartes de crédit que nos parents remboursaient maintenant. Le contraste était frappant.
Pendant que j'avançais professionnellement et construisais une sécurité financière, Jake reculait vers une dépendance plus grande. Le discours selon lequel il avait besoin d'un soutien supplémentaire pour se stabiliser était clairement faux. Le soutien l'empêchait en réalité de développer des compétences de vie essentielles. J'ai aussi découvert que mes parents avaient dit à la famille élargie et aux amis que je traversais une phase difficile et que j'avais coupé le contact parce que je luttais avec la jalousie et le stress professionnel. Ils se présentaient comme des parents inquiets et aimants qui devaient gérer une fille perturbée qui ne supportait pas le succès de son frère. L'ironie était dévastatrice. Le succès de Jake consistait à retourner chez ses parents après avoir échoué à subvenir à ses besoins malgré une aide financière massive. Mes véritables accomplissements professionnels étaient reformulés comme la preuve de mes problèmes personnels. Cette information m'est parvenue par ma tante, qui était inquiète du drame familial et m'avait contactée pour entendre ma version de l'histoire. Quand j'ai partagé la documentation que je gardais, elle a été horrifiée. Elle n'avait aucune idée de l'étendue de la disparité financière ou de la manipulation émotionnelle que je vivais. La validation de ma tante était incroyablement guérissante. Elle a confirmé que ce que j'avais vécu était objectivement injuste et que le comportement de mes parents envers moi avait été inapproprié. Avoir un membre de la famille extérieure qui reconnaisse le dysfonctionnement m'a aidé à faire confiance à mes propres perceptions et à me sentir confiante quant au maintien de mes limites. J'ai décidé d'écrire une lettre à mes parents pour leur expliquer exactement pourquoi j'avais coupé les ponts et ce qui devrait changer pour que j'envisage de reconstruire une relation. Je n'étais pas optimiste quant à leur réponse, mais je voulais leur donner une chance claire de reconnaître leur comportement et de s'engager à changer. La lettre détaillait des exemples précis de traitements différentiels, de la disparité financière et de la manipulation émotionnelle que j'avais vécue. J'ai expliqué comment leurs attentes avaient affecté ma santé mentale et mon développement professionnel. J'ai aussi décrit à quoi ressemblerait une véritable responsabilisation, reconnaître le mal causé, s'excuser sincèrement et démontrer un changement de comportement cohérent dans le temps. Leur réponse a confirmé que j'avais pris la bonne décision en coupant le contact. Au lieu d'aborder les problèmes que j'avais soulevés, ma mère m'a répondu en m'accusant d'être vindicative et blessante. Elle a dit que mentionner des montants précis était mesquin et que j'essayais de les punir pour avoir soutenu un enfant qui avait besoin d'aide. La réponse de mon père était plus courte et plus dédaigneuse. Il a dit que j'étais un adulte qui devrait être capable de gérer ses propres problèmes sans blâmer ses parents. Il a suggéré que je consulte un thérapeute pour travailler sur mes problèmes de ressentiment et de jalousie. L'absence complète de responsabilité ou de préoccupation sincère pour mon bien-être était en fait libératrice. Cela a éliminé tout doute sur le fait que je réagissais de manière excessive ou que j'étais trop sévère. Ces gens n'étaient pas capables de me traiter avec le respect et la considération de base. J'ai suivi le conseil de mon père concernant la thérapie, mais pas pour les raisons qu'il avait en tête. J'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et la violence émotionnelle, et elle m'a aidé à comprendre les dynamiques dans lesquelles j'avais été piégée. Elle a confirmé que ce que j'avais vécu était une forme de violence émotionnelle appelée bouc émissaire, où un enfant est traité comme le résolveur de problèmes de la famille, tandis qu'un autre est protégé des conséquences. La thérapie m'a aidé à comprendre que le traitement de mes parents envers moi ne concernait pas vraiment mes capacités ou les besoins de Jake. Il s'agissait de maintenir un système familial où ils pouvaient se sentir bien dans leur peau en tant que parents généreux et soutenants, tout en évitant le travail difficile d'enseigner à tous leurs enfants les compétences de vie essentielles. Jake avait été assisté au point de devenir incompétent parce qu'il était plus facile pour mes parents de fournir un soutien financier que d'imposer des attentes et des limites. On s'attendait à ce que je sois complètement autonome, parce que cela leur permettait de concentrer leur énergie et leurs ressources sur l'enfant qu'ils percevaient comme plus fragile. Le système fonctionnait pour tout le monde, sauf pour moi. Mes parents pouvaient se sentir généreux et solidaires. Jake pouvait éviter les responsabilités, et moi, je devais porter le fardeau d'être le membre compétent et indépendant de la famille, que je le veuille ou non. Comprendre ces dynamiques m'a aidé à arrêter de prendre leur comportement personnellement et à commencer à le voir comme leur dysfonctionnement plutôt que comme mon échec. Cela m'a aussi aidé à reconnaître qu'une véritable guérison nécessiterait qu'ils reconnaissent ce système et travaillent activement à le changer, pas seulement qu'ils s'excusent d'avoir blessé mes sentiments. 1 an après avoir coupé les ponts, ma vie professionnelle avait continué à prospérer. J'avais encore été promue et je gérais maintenant un portefeuille client important.
J'avais aussi développé mon activité de freelance et je gagnais plus en un mois que ce que je gagnais avant en 3 mois en cumulant 3 emplois. Plus important encore, j'avais appris à valoriser mon propre temps et mon énergie. Je dormais suffisamment, je poursuivais des loisirs qui me plaisaient et je construisais des amitiés avec des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur apporter. Le contraste avec ma vie précédente était saisissant. J'avais passé des années à croire que ma valeur venait de ma productivité et de mon utilité pour les autres. Apprendre à poser des limites et à prioriser mon propre bien-être avait été difficile mais transformateur. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans une organisation à but non lucratif qui dispensait une éducation financière aux jeunes adultes. Aider d'autres personnes à développer des compétences de vie essentielles me semblait porteur de sens d'une façon que permettre à mon frère de rester dépendant n'avait jamais été. J'utilisais mon expertise pour responsabiliser les gens plutôt que pour les empêcher d'apprendre l'indépendance. Grâce à ce travail bénévole, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des dynamiques familiales similaires. Entendre leurs histoires m'a aidé à comprendre que le bouc émissaire et le favoritisme étaient plus courants que je ne l'avais réalisé. De nombreuses personnes qui avaient réussi avaient surmonté des systèmes familiaux qui les avaient sous-estimés et exploités. Créer une communauté avec des gens qui comprenaient mon expérience était guérisseur d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Pour la première fois, j'étais entourée de gens qui célébraient mes réussites sans s'attendre à ce que je les minimise ou que je partage le mérite avec des membres de la famille qui n'avaient pas contribué. 2 ans après avoir coupé les ponts, j'ai reçu un appel inattendu de Jake. Il avait eu mon numéro par un ami commun et voulait parler. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. La conversation fut révélatrice. Jake avait apparemment beaucoup de mal depuis que j'avais arrêté d'être disponible pour le soutien pratique. Il avait accumulé encore plus de dettes, n'arrivait pas à gérer les tâches de base de la vie quotidienne et vivait encore chez nos parents malgré ses 26 ans. Plus surprenant encore, il semblait avoir développé une certaine conscience de la dynamique familiale. Il a admis qu'il avait été gâté et a dit qu'il commençait à comprendre pourquoi j'avais été frustré par ce traitement différentiel. Il a même reconnu que le soutien financier qu'il avait reçu l'avait empêché de développer des compétences essentielles. J'étais prudemment impressionnée par son évolution apparente, mais je ne me suis pas engagée à reconstruire une relation immédiatement. Je lui ai dit que cette reconnaissance était un bon début, mais que j'aurais besoin de voir des changements de comportement cohérents dans le temps avant d'envisager de reconstruire la confiance. Jake a demandé à quoi cela ressemblerait concrètement, et j'ai expliqué que j'aurais besoin de le voir prendre ses responsabilités pour sa propre vie sans s'attendre à ce que les membres de la famille le sauvent des conséquences. J'ai aussi dit que toute relation future devrait être mutuelle plutôt que moi apportant un soutien constant sans rien recevoir en retour. Il a semblé comprendre et a dit qu'il travaillait à devenir plus indépendant. Il avait trouvé un travail à temps partiel et essayait d'apprendre des compétences qu'il n'avait jamais développées. Il a aussi dit qu'il prévoyait de déménager de chez nos parents dans les 6 mois. J'ai apprécié son évolution apparente, mais je suis restée sceptique. Des années de complaisance et de dysfonctionnement ne changent pas du jour au lendemain, et j'avais appris à juger les gens sur leurs actes plutôt que sur leurs paroles. Je lui ai dit que j'espérais qu'il réussirait à construire son indépendance et que je serais ouvert à reconstruire une relation s'il pouvait démontrer un changement cohérent dans le temps. Mes parents, en revanche, ne m'avaient jamais contacté pour reconnaître quoi que ce soit ou assumer leurs responsabilités. Par ma tante, j'ai appris qu'il continuait à se présenter comme confus et blessé par mon comportement. Il ne pouvait apparemment pas comprendre pourquoi je gardais rancune et était si implacable. Ce manque de conscience de soi était stupéfiant mais pas surprenant. Ils avaient créé un système qui fonctionnait parfaitement pour eux et ils n'avaient aucune motivation à l'examiner ou le changer. Reconnaître leur mauvais traitement envers moi leur demanderait de confronter leur propre comportement et possiblement de remettre en question leur éducation de Jake également. J'ai réalisé que je n'obtiendrais peut-être jamais la reconnaissance ou les excuses que je méritais de mes parents et j'ai fait la paix avec cette possibilité. Ma guérison ne dépendait pas de leur capacité à assumer la responsabilité de leurs actes. Elle dépendait de ma capacité à construire une vie basée sur mes propres valeurs et priorités. 3 ans après avoir coupé les ponts, ma vie a complètement changé. Je suis dans une relation amoureuse saine avec quelqu'un qui apprécie mon éthique de travail et mon ambition au lieu de les prendre pour acquises. J'ai des amitiés proches avec des gens qui valorisent le soutien mutuel et respectent les limites. Professionnellement, j'ai continué à progresser et j'ai maintenant mon propre petit cabinet comptable en plus de mon travail à temps plein.
La sécurité financière que j'ai construite me fait un bien fou, après des années à peiner pour joindre les deux bouts, tout en regardant l'argent couler à flot vers mon frère. Plus important encore, j'ai appris à reconnaître ma propre valeur indépendamment des opinions ou des attentes des autres. Je n'ai plus besoin de validation externe pour savoir que j'ai de la valeur et que je mérite le respect. Ce sentiment intérieur de valeur m'a rendue moins vulnérable à la manipulation et plus confiante pour établir des limites. Je suis aussi devenue une défenseur d'autres personnes qui ont vécu des dynamiques familiales similaires. À travers mon bénévolat et mes relations personnelles, j'essaie d'aider les autres à reconnaître qu'ils méritent un traitement équitable et le respect mutuel dans leur famille. Cette expérience m'a appris que les dysfonctionnements familiaux se déguisent souvent en amour et soutien. Mes parents croyaient sincèrement qu'ils étaient de bons parents en soutenant Jake financièrement, mais ils ont échoué à considérer l'impact de leur traitement différentiel sur moi ou l'effet déresponsabilisant sur Jake. Le vrai amour exige de voir chaque personne comme un individu avec ses propres besoins et capacités. Cela signifie fournir un soutien approprié qui encourage la croissance plutôt que la dépendance. Cela signifie aussi traiter tous les membres de la famille avec le même respect et la même considération. Jake a tenu son engagement de devenir plus indépendant. Il a quitté la maison de nos parents, a gardé son travail et a commencé à gérer ses propres finances. Après un an de changement comportemental constant, j'ai accepté de le rencontrer pour un café. La conversation était différente de toutes celles qu'on avait eues avant. Au lieu de demander de l'aide ou du soutien, il a parlé de ses propres expériences et a posé de vraies questions sur les miennes. Il s'est excusé spécifiquement pour les façons dont il avait profité de ma volonté d'aider et a reconnu qu'il n'avait jamais rendu l'appareil ou montré d'appréciation. Nous avons lentement reconstruit une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur un soutien à sens unique. Ce n'est pas la même relation qu'on avait en grandissant, mais elle est plus saine et plus authentique. Jake est devenu quelqu'un avec qui je peux vraiment avoir une amitié, plutôt que quelqu'un qui ne me contactait que quand il avait besoin de quelque chose. Mes parents, cependant, n'ont jamais reconnu le moindre problème avec leur comportement. Ils ont apparemment continué les mêmes schémas avec d'autres membres de la famille, attendant un travail émotionnel excessif et un soutien pratique, tout en offrant une réciprocité minimale. J'ai maintenu le no-contact avec eux et cette décision me semble juste pour ma santé mentale et mon bien-être. Je ne ressens plus de colère ou de ressentiment. Je reconnais simplement qu'ils ne sont pas capables du genre de relation que je mérite. Cette expérience m'a rendue très consciente de ces dynamiques dans toutes mes relations. Je fais attention à savoir si les relations sont mutuelles et réciproques. Je remarque quand les gens s'attendent à ce que je leur apporte du soutien sans en offrir en retour. Je pose des limites tôt et de manière constante plutôt que de laisser le ressentiment s'accumuler. J'ai aussi appris à communiquer mes besoins et mes attentes clairement plutôt que d'espérer que les autres les reconnaissent et y répondent d'eux-mêmes. Beaucoup de gens ne se rendent sincèrement pas compte quand les relations deviennent à sens unique et une communication directe peut parfois corriger le déséquilibre. Cependant, j'ai aussi appris à reconnaître quand les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas fournir du soutien et du respect mutuel. Toutes les relations ne peuvent pas ou ne devraient pas être sauvées et il est sain de donner la priorité aux personnes qui apprécient et rendent ce que vous offrez. En regardant en arrière, je suis reconnaissante pour cette expérience malgré la douleur qu'elle a causée. Elle m'a enseigné des compétences de vie essentielles sur les limites, l'autodéfense et la reconnaissance de la manipulation. Elle m'a aussi montré que je suis capable de construire une vie réussie basée sur mes propres efforts et valeurs. Si vous avez vécu des dynamiques familiales similaires, je veux que vous sachiez que vos sentiments sont valides et que vos expériences comptent. Le traitement différentiel est nocif même quand il est déguisé en soutien à quelqu'un qui a besoin de plus d'aide. Le respect et la considération égaux sont des exigences de base pour des relations familiales saines. Vous ne devez à personne un soutien ou des sacrifices illimités, même aux membres de la famille. Votre valeur n'est pas déterminée par combien vous pouvez endurer ou fournir aux autres. Vous méritez des relations qui sont mutuelles, respectueuses et sincèrement bienveillantes. Établir des limites avec la famille peut être incroyablement difficile, surtout quand vous avez été conditionné à croire que votre valeur vient de votre utilité. Mais des limites saines sont essentielles pour votre santé mentale et pour construire des relations qui servent réellement votre bien-être. Si vous êtes dans une situation similaire, je vous encourage à documenter ce que vous vivez et à chercher du soutien auprès de personnes extérieures au système dysfonctionnel. Parfois, nous avons besoin de regards extérieurs pour nous aider à reconnaître que ce qui nous semble normal est en réalité nocif.
La thérapie peut être d'une aide précieuse pour comprendre ces dynamiques et développer des stratégies d'adaptation saines. Un bon thérapeute peut vous aider à reconnaître la manipulation, à construire une estime de soi indépendante de l'opinion des autres et à apprendre à établir des limites appropriées. N'oubliez pas que la guérison est possible, même après des dysfonctionnements familiaux profonds. Vous pouvez construire une vie basée sur vos propres valeurs et priorités, entourée de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent sincèrement. Votre passé n'a pas à déterminer votre avenir et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez pour créer des changements positifs. Avez-vous vécu des dynamiques familiales similaires où un frère ou une sœur recevait beaucoup plus de soutien que les autres? Comment avez-vous géré la situation et quels conseils donneriez-vous à d'autres personnes confrontées au favoritisme ou au bouc émissaire dans leur famille? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences et vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre propre parcours. Créer une communauté autour de ces expériences nous aide tous à nous sentir moins seuls et plus capables d'établir des limites et des relations saines.